Oui, donc mon propos, en fait, c'est de parler des influences de nos croyances et de nos représentations sur nos relations avec les enfants. Alors, je vais commencer par vous parler de la mienne, dans le sens où, quand on passe après un showman, et qu'on a comme croyance, voyez-vous, qu'on ne fait jamais assez bien, vous voyez un petit peu ce que ça peut donner dedans. Mais bon, j'ai un petit peu de bouteille, hein, je veux dire, j'ai passé la soixantaine, donc il y a déjà un certain temps que je suis allée rencontrer ce qu'était mon socle, hein, ce qu'étaient mes croyances, ce qu'étaient mes représentations, et que j'ai un petit peu fait du ménage là-dedans, quoi, vous voyez. Donc je pense qu'on est toujours à la bonne place au bon moment, et donc je pense que quelque part, si j'ai envie de vous partager ce qui est le fruit de mon expérience, c'est que quelque part, peut-être, il y en a parmi vous qui ont envie ou peut-être besoin de l'entendre. Voilà, donc oui. Alors moi, je voudrais d'abord remercier remercier les organisateurs, remercier Julien Perron. Et je vais vous dire pourquoi. C'est parce que effectivement, je suis une vieille routarde. Hein. Et moi, quand j'avais 30 ans, donc il y a plus de 30 ans, moi, il y avait une conviction que j'avais absolument, c'était que si on changeait notre regard, si on changeait notre façon d'être avec les enfants, on changeait le monde et on faisait vraiment que le monde de demain était un monde meilleur. C'était ma conviction. Mais vous savez, il y a 30 ans, quand on disait ça, on était prise pour une extraterrestre, on ne comprenait pas bien de quoi vous parliez et on était vraiment en dehors des clous, quoi. Mais ça a toujours été ma conviction. Alors, ça a toujours été ma conviction parce que j'ai eu la chance, d'abord, j'ai commencé à travailler en pédiatrie, je suis puéricultrice de formation, et donc j'exerce depuis 40 ans avec ce métier-là, j'ai travaillé dans des structures très différentes, hein. J'ai travaillé à l'hôpital, j'ai travaillé en maternité, j'ai travaillé en PMI, j'ai été directrice de structure, j'ai été coordonnatrice de secteur, enfin bref, j'ai un petit peu balayé tous les aspects de la toute petite enfance parce qu'en fait, moi, mon domaine de compétence, c'est vraiment la toute petite enfance, entre 0 et 3 ans. Et ce qui m'a beaucoup baignée, c'est que d'emblée, quand j'ai commencé à travailler, j'ai tout de suite été confrontée à des publics en difficulté. C'est-à-dire des publics en difficulté, vous voyez, c'est des enfants qui sont placés par le juge des enfants, c'est des relations mère-enfant qui sont très abîmées, c'est des enfants maltraités. Voilà, donc quand on travaille avec un public comme celui-là, très vite, on est amené à se remettre en question, à remettre aussi en question la vision qu'on avait de tout ça, parce que, alors je ne voudrais pas d'un seul coup, vous voyez, que ça plombe, mais n'empêche que c'est une réalité, c'est-à-dire que quand on est confronté comme ça à la souffrance, hein, parce que la tentation, elle est toujours de juger quand on travaille avec des enfants, voir des enfants qui nous arrivaient, qui étaient cassés. Vous imaginez, quand on est une jeune professionnelle, ce qu'on peut ressentir, les jugements qui peuvent arriver. Et le problème, c'est que quand on a des jugements comme ça, quand on va rencontrer les parents après, on ne peut rien faire avec eux. Parce qu'en fin de compte, on ne va pas servir à grand-chose. Hein. Et donc, ça a été important pour moi, ça a été toute une démarche, justement, de poser un autre regard, à la fois sur l'enfant, à la fois sur la relation à l'enfant, sur le fait d'être parent, parce que j'ai moi-même 3 enfants, je suis grand-mère, et donc tout ça, ça m'a amené à beaucoup travailler, je me suis beaucoup formée aussi, pour essayer de comprendre un petit peu, mais c'est quoi ce rôle d'éducateur qui est le nôtre? Parce que même si on travaille avec des tout-petits, avec des bébés, quelque part, je veux dire, on rentre dans cette case-là, hein, de cette case de l'éducation. Et donc, ça m'a amené à m'interroger sur ce rôle de l'éducateur. Et ce rôle de l'éducateur, parce qu'il y a quand même quelque chose d'assez impressionnant, qui est que j'ai jamais rencontré un éducateur qui ne veuille pas faire quelque chose de ce qu'il y a de mieux avec les enfants avec qui il travaille. J'ai jamais rencontré ça. Et en même temps, dans la réalité,
dans le vécu avec l'enfant, dans l'instantané du travail avec l'enfant, c'est pas ça qu'on voit. Alors, je dis pas que c'est toujours vrai, mais j'avoue que dans ma carrière, je l'ai quand même très souvent rencontré. Et c'est quelque chose qui m'a interrogée. Alors, j'ai eu la chance, quand j'étais à l'école de puériculture, d'être formée par une personne qui était une assistante d'Amy Pickler. Alors, je pense qu'il y en a parmi vous, le nom d'Amy Pickler va vous dire quelque chose. Amy Pickler, c'est une dame qui est à l'origine de ce qu'on appelle la motricité libre. C'est elle qui a dirigé la pouponnière de l'Oxy à Budapest et qui a vraiment développé ce concept d'une relation à l'enfant, qui est une relation tout à fait, qui était inédite puisqu'on est dans les années 70. En même temps, dans mon souvenir, il y avait un écho qui était quand même en France, celui de Dolto. Et cette relation à l'enfant, c'était « mais moi, je ne sais rien de cet enfant. Je ne sais rien de cet enfant. Et je ne sais pas ce qui est le mieux pour lui. Cet enfant, ce qu'il a besoin, c'est de se découvrir, c'est de se révéler. C'est de grandir dans qui il est, c'est de rencontrer qui il est. » Et donc, tout son travail à elle avait consisté, mais pas seulement, dans ce qu'on appelle la motricité libre. Alors, le fait d'avoir été formée à l'âge de 22 ans par une professionnelle comme ça, avec un discours comme celui-là, qui venait nous interroger sur le regard qu'on posait sur l'enfant, en nous disant, mais quand vous rentrez en relation avec un enfant, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui motive cette relation que vous allez instaurer avec cet enfant-là ? Qu'est-ce qui se passe en vous au moment où vous entrez en relation avec cet enfant-là ? Et donc, moi j'avais travaillé en pédiatrie, j'avais 22 ans, et quand elle nous posait ces questions-là, moi j'avoue que ça me laissait assez perplexe, parce que je ne m'étais jamais posé la question. Je ne m'étais jamais dit, mais voilà, quand je rentre dans un box pour faire un soin à un enfant, ben, j'y vais pour faire un soin. Oui, ok. Mais en fait, le soin n'est qu'un prétexte. Mais en fait, le pourquoi on va aller vers l'enfant, ça n'est qu'un prétexte. En fait, la vraie raison qui fait qu'on va aller vers cet enfant-là, c'est qu'on va aller le rencontrer, cet enfant-là. C'est qu'on va aller rencontrer l'être qu'il est. Mais l'être qu'il est dans le ici-maintenant. Et là, d'un seul coup, vous voyez, je reprends l'image tout à l'heure de M. Stern, parce que effectivement, ça m'a un peu paniqué, son show. Mais en même temps, je veux dire, ce qu'il a dit, mais c'est tellement vrai, quoi. Et c'est vrai que quand on approche un enfant du haut de notre grandeur et qu'on le regarde, hein, voyez-vous, et qu'on arrive souvent avec tous nos bagages derrière, là, qu'on tire avec nous, et dans nos bagages, il y a « je sais ». J'ai des diplômes, hein, j'ai appris. Et puis il y a ce qu'on oublie, c'est tout ce que j'ai vécu. C'est tout ce que j'ai vécu et c'est surtout toutes les croyances que ça m'a amené à construire, ce que j'ai vécu. Et ça, c'est quelque chose en général qu'on ne va pas regarder. Parce qu'on est tellement fort de notre motivation, on est tellement fort, vous voyez, de ce qu'on veut mettre en place avec l'enfant, qu'on ne prend pas ce temps d'arrêt. Ce temps d'arrêt, voyez-vous, où on va simplement sortir quelque part du temps et de l'espace pour être juste dans la rencontre. On ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas comment ça va se passer. Mais on est juste là, dans la rencontre. Et voilà ce que j'ai appris quand j'avais 22 ans. Et en fait, toute ma vie professionnelle, elle a été autour de ça. C'est-à-dire, d'une part, effectivement, une réalité qui est que l'enfant, il a besoin de s'approprier son corps. Parce que ce corps, c'est le sien. Et que ce corps qui est le nôtre, il appartient à personne d'autre. On ne pourra jamais le changer. Et il sera toujours, absolument toujours, un médiateur entre le monde et entre nous et notre vie intérieure. Mais quand on regarde, voyez-vous, et je le vois encore aujourd'hui, c'est-à-dire aujourd'hui, vous parlez de motricité libre, voilà, moi j'ai écrit un livre qui s'appelle Graines d'homme,
ça fait 4 ans, qui est justement sur cette approche de l'enfant dans sa motricité dans les premiers mois de vie. Et j'ai réalisé un film qui s'appelle Graines d'homme aussi, pour montrer en images, vous voyez, ce qui se passe pour le très jeune enfant. Ma surprise, parce que je vais rencontrer les professionnels aujourd'hui, quelque part, c'est un terme qui est banalisé. On fait tous de la motricité libre, vous voyez, en fait. Eh ben non. Eh ben non. Parce que la motricité libre, vous voyez, c'est pas seulement laisser l'enfant, vous voyez, évoluer au niveau moteur à son rythme, en étant juste dans ce qu'il peut. Parce que, effectivement, c'est un premier élément. Mais c'est pas que ça. C'est pas que ça. C'est avoir conscience de tout ce qui se construit dans l'enfant à travers ça. C'est avoir conscience qu'en fait, on est là juste pour accompagner ce qui a besoin de l'être. Et ne pas interférer systématiquement. Vous voyez, par exemple, ça me fait penser, quand je recevais des élèves, j'ai accompagné beaucoup d'élèves de différentes formations, et quand on les accueillait, par exemple, je pense en particulier à une crèche où j'ai travaillé plusieurs années, quand on les accueillait, première question que les élèves nous posaient, c'était « Qu'est-ce qu'il faut faire ?» Et ma réponse était toujours la même, c'était de leur dire « Mais on ne fait rien. » Ah. Mais alors, si on ne fait rien, à quoi on sert? Vous voyez? Et c'était un temps où finalement, c'était très important d'accompagner ces nouvelles professionnelles, justement, dans ce temps-là. Et comme c'était souvent des élèves infirmières, je leur disais, mais quand vous allez rentrer dans la chambre d'un malade, ne rentrez pas avec votre seringue et votre plateau, mais rentrez juste avec qui vous êtes pour aller le rencontrer. Et vous allez voir la différence que ça va faire. Vous voyez? Et avec l'enfant, c'est la même chose. C'est-à-dire que, effectivement, ça a une incidence sur nous. Et c'est là, si vous voulez, quelque part, que nos croyances viennent prendre le pas. C'est-à-dire que dans la rencontre, on est deux. C'est-à-dire qu'il y a cet enfant qui chemine, qui grandit, qui se construit, et puis il y a nous. Et c'est très important d'avoir conscience de cette partie-là. Parce que si on n'a pas conscience de ça, dans la relation qu'on va mettre en place avec l'enfant, on va mettre en place quelque chose de totalement inégalitaire. Parce que d'emblée, l'enfant, lui, il sait qu'il ne sait pas. L'enfant, lui, quand on arrive fort du fait d'être un adulte, du fait, vous voyez, de notre profession, ou d'être parent, ou peu importe. Mais en tout cas, on n'est pas à égalité. Si on n'est pas dans cet espace où je suis juste quelqu'un qui vient te rencontrer. Et qu'est-ce que je peux faire avec toi, ou vivre avec toi, ou partager avec toi? Juste ça. Voilà, dans cette simplicité-là. Mais ça vient remettre en question, vous voyez, tous nos systèmes de fonctionnement. Parce que, par exemple, pendant plus d'une douzaine d'années, j'ai été responsable d'un UF Santé dans un centre de formation d'éducateurs de jeunes enfants. Et quand on est dans une école comme ça, on vous apprend quoi? On vous apprend des outils. On vous transmet des connaissances, on vous transmet tout un tas de choses fort intéressantes. Mais à mon sens, ce qui est tout à fait essentiel, on n'apprend pas aux élèves. Parce qu'à mon sens, ce qui est essentiel, c'est justement, à un moment donné, d'être dans le « je ne sais pas ». Et je vais juste, dans cette rencontre avec l'enfant, parce que le fait... Je ne sais pas si vous pouvez le sentir un instant, d'être dans cet espace-là, à l'intérieur de vous. Je ne sais pas. Ça laisse un espace de libre, un espace vacant. Et dans cet espace vacant-là, on va permettre, dans cet espace-là, on va laisser la place. Et on va laisser la place à l'enfant qui est là devant nous. Et on va juste se mettre en résonance. Et on va juste se permettre de vivre la rencontre dans la joie, si c'est le cas, ou pas.
Ça dépend complètement du contexte, ça dépend de ce que vit l'enfant. Et donc, on va s'offrir ça. Mais je ne sais pas si vous sentez combien le fait d'aller dans cet espace-là, ça va venir nous percuter. Parce que si je ne sais pas, parce que si je ne fais pas, alors pourquoi je suis là? À quoi je sers? Et on n'est pas habitué, on n'a pas été formé, on ne nous a pas appris, moi en tout cas dans mon éducation, c'est nulle part, hein, justement à s'autoriser à être dans la rencontre avec l'autre. On va plutôt être dans des choses qui vont être des projections. Et on sait aujourd'hui, je veux dire, hein, tous les travaux qui ont été faits nous le démontrent, à quel point quand on est dans une relation avec quelqu'un, c'est immédiatement nos projections qui vont fonctionner. On ne peut pas regarder un visage, on ne peut pas rencontrer quelqu'un sans qu'il y ait quelque chose qui s'active en nous, quelque chose qui va être de l'ordre de une projection. On est en train de se projeter en permanence. Hein. Et cette projection-là, eh bien, quand on va rentrer en relation avec l'enfant, elle va interférer. Et si on n'en a pas conscience, elle va interagir. Et elle va interagir aux dépens de l'enfant. On peut avoir des grandes certitudes hein, sur beaucoup de choses. Hein. J'ai envie de vous lire une phrase qui est de Krishnamurti qui écrivait « La véritable éducation commence par celle de l'éducateur. Son enseignement est à l'image de ce qu'il est. » Voilà. Alors on pourrait s'arrêter là, hein, parce qu'effectivement, c'est tellement fort, mais c'est pas facile. C'est juste ça. C'est qu'après, une fois qu'on a dit ça, ok. Mais on n'est tellement pas dans une société ou dans un monde qui nous a permis, au tout début de notre histoire, de pouvoir rencontrer qui nous sommes, de pouvoir écouter. Moi, ce qui m'a beaucoup étonnée, vous voyez, pendant ma pratique professionnelle, donc je travaillais avec des 0-3 ans, et ce qui m'étonnait beaucoup, les enfants m'émerveillaient constamment. Et ce qui était très étonnant pour moi, c'est combien, quand j'interrogeais un enfant, et que je lui demandais son avis, son besoin, il savait me répondre. Il savait toujours répondre. Alors que, vous voyez, les professionnels, souvent, étaient dans la croyance que l'enfant ne sait pas. Que l'enfant, il faut lui dire, il faut lui montrer, il faut faire pour lui. Alors que quand on laisse les enfants s'exprimer, quand on accepte de les écouter, ben ils vont être étonnants. Les enfants, moi, en ce qui me concerne, ils ont été mes maîtres. Parce que c'est vraiment les enfants qui m'ont appris cet état-là, ce recul-là, pour justement pouvoir rentrer en relation avec eux et voir jusqu'où peut aller la confiance. Alors, ça a bien évidemment révolutionné ma manière et de fonctionner, moi, avec mes enfants, encore plus avec mes petits-enfants, mais beaucoup avec les enfants, vous voyez, dans les structures où j'ai travaillé, et dans l'accompagnement des professionnels et dans les formations que j'ai pu donner. Parce que, effectivement, si on part, vous voyez, si on change complètement notre regard, mais pour changer notre regard, je reviens vraiment sur cette notion de si je n'ai pas conscience, quand je vais rencontrer l'enfant, que moi je suis chargée de quelque chose, que je projette des choses et que j'ai des croyances limitantes, si je n'ai pas posé ça d'abord, il y a un espace de rencontre que je ne vais pas pouvoir vivre. C'est clair. Mais si cet espace-là, vous voyez, ça ne demande pas, je ne suis pas en train de dire qu'il faut que tout le monde fasse une psychanalyse. Hein. Ce n'est pas du tout mon propos. Parce que je pense qu'on a la possibilité, vous voyez, avec le temps, la vie vient nous sculpter, la vie vient nous offrir des occasions permanentes, hein, voyez, de se regarder, de se remettre en question. Parce que dès qu'on est touché dans une relation, c'est bien qu'il y a quelque chose de nous hein, qui est interpellé.
Et donc, on a la possibilité, en particulier quand on travaille avec les enfants, de repérer les choses, vous voyez, où il se passe quelque chose là. On est touché quelque part. Alors, je vais vous donner des exemples concrets. Alors, évidemment, moi, je vais vous parler des 0-3 ans parce que, je veux dire, ma compétence à moi, elle s'arrête là. Mon champ d'expérience personnelle, il est dans cet espace-là. Cela dit, je suis absolument convaincue que tout ce qu'on pose dans cette tranche d'âge-là va être déterminante pour ce qui va se passer après. C'est-à-dire que tout ce qu'on aura laissé émerger, tout ce qu'on aura laissé éclore chez l'enfant, eh bien, si le système, vous voyez, qui se trouve après, continue sur ce mode-là, eh bien, on va avoir des enfants qui vont véritablement savoir s'épanouir et qui savent très bien pourquoi ils sont là. Moi, c'est quelque chose qui m'a aussi beaucoup étonnée, c'est quand vous écoutez des très jeunes enfants et que vous écoutez ce qui les intéresse, ce qu'ils aiment. Vous voyez, là où vraiment ils ont de l'intérêt, ils savent très bien répondre. Alors que dans ce qu'on va, nous, dans notre éducation, faire, bien souvent, c'est qu'on va casser ça. C'est-à-dire que quand l'enfant va présenter certains talents, eh bien, ça ne rentre pas dans nos schémas. Je me souviens, par exemple, je vais vous donner un exemple très vivant. Je me souviens d'un petit garçon qui avait 16 mois, je suis une assistante maternelle, parce que je travaillais aussi avec une crèche familiale. Et ce petit garçon de 16 mois, il ne marchait pas. Il ne marchait pas, et plus que ça, il ne présentait aucun intérêt pour se déplacer. Alors, voilà, ayant moi une pratique de motricité libre, il est bien évident qu'il était hors de question de bousculer cet enfant, de déranger cet enfant, ça ne collait pas. Et donc, mais les parents étaient inquiets. Les parents étaient inquiets, l'assistante maternelle également, en me disant « Mais comment? Il a 16 mois, il ne marche pas, il n'essaie pas de se mettre debout, voilà. » Et en fait, je proposais tout simplement d'observer cet enfant et de le regarder vivre, hein, juste ça. Et en fait, en regardant cet enfant vivre, qu'est-ce qu'on se rendait compte? On se rendait compte que cet enfant, il était très intéressé par tout ce qui était les couleurs, les crayons, le papier. Et quand on lui présentait ça, mais cet enfant-là, on avait l'impression qu'il partait, mais dans quelque chose il était dedans, complètement. C'est juste que, pour cet enfant-là, c'était pas le moment. C'était pas ça sa priorité. Et donc, le fait d'amener l'assistante maternelle et d'amener les parents dans cette observation-là, disant, mais regardez-le, regardez ce qu'il vit, votre enfant. Et bien, petit à petit, ça a amené les parents à aller regarder leur propre attente par rapport à cet enfant-là. C'est-à-dire que les deux parents étaient ingénieurs. Les deux parents étaient des gens intellectuellement qui avaient beaucoup fait d'études. Et pour eux, c'était inconcevable d'avoir un enfant qui soit un petit peu arriéré, soit un petit, vous voyez, qui avait un souci quelconque. C'était pas pensable, ça. Et en fait, de leur montrer juste que cet enfant-là, il avait un plaisir fou à faire ça, et qu'il fallait lui faire confiance. Et qu'à un moment donné, la confiance qu'on donnerait, qu'on offrirait à cet enfant-là, à un moment donné, ça germerait. Et que quand ce serait le moment pour lui d'aller explorer autre chose, il le ferait. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Mais ça a demandé, effectivement, vous voyez, d'aller rencontrer la professionnelle, d'aller rencontrer les parents, et d'aller poser, moi, mon regard de professionnel et de personne, tout simplement, et simplement de les amener à regarder autre chose, vous voyez, à changer leur regard sur l'enfant. Et je crois que s'il y a quelque chose d'essentiel, quand on travaille avec les enfants, et qu'on peut offrir aux enfants, c'est justement ce regard-là. C'est-à-dire, c'est un autre regard. Alors, un jour, une professionnelle m'a demandé, elle m'a dit, mais à quoi ça sert? Puisque de toute façon, nous, on va passer dans la vie de l'enfant. Donc, le plus important, c'est ce qu'il va avoir vécu avec ses parents. C'est vrai que ce qu'il a vécu avec ses parents, ça va être très important, bien sûr. Mais si on change notre manière de regarder ça,
et qu'on prend conscience qu'à chaque fois qu'on a vécu quelque chose avec cet enfant-là, on a semé une expérience nouvelle. On a semé quelque chose d'autre. Et si dans le regard qu'on a posé sur cet enfant-là, justement, on a posé un regard de « je ne sais pas, montre-moi », un regard de « je te fais confiance », parce que tu vas savoir trouver, toi, tout seul, parce que les ressources, tu les as. Tu n'as pas besoin que moi je te les apporte. Et bien cet enfant-là, quelque part, il va garder en lui cette graine-là. Et cette graine-là, un jour, elle éclorera. Et je crois que notre rôle, c'est justement, quelque part, de bousculer ça, d'oser ça. Parce que ce que j'ai beaucoup rencontré aussi chez les professionnels, c'est la peur d'être jugé. Si je ne rends pas les résultats qu'on attend de moi, que ce soit auprès des parents ou que ce soit à un autre niveau, eh bien, je vais être une mauvaise professionnelle. On parlait tout à l'heure, M. Stern parlait des mauvais parents. On est sur le même registre. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a cette tentation tout le temps de vouloir faire ce qu'on attend de nous, en attente d'une espèce de valorisation qui est illusoire. Mais quelque part, on a l'impression que ça va nous donner bonne conscience. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple, par exemple, dans les crèches, de quelque chose qui se faisait beaucoup. On va dire que ça ne se fait plus, comme ça, ce sera bien. Qui était on va proposer une activité peinture aux enfants. Alors l'activité peinture, on va la prévoir mardi matin à 10h. Et mardi matin à 10h, tout le monde est là pour faire l'activité peinture. Alors qu'est-ce qu'on va leur proposer de faire? Tiens, on va leur proposer de peindre des arbres. Alors on va faire un arbre, puis on va leur demander de mettre de la couleur. Et la couleur qu'on va leur demander de mettre dedans, c'est du marron et du vert. Parce qu'un arbre, le bas c'est marron, le haut c'est vert. Mais qu'est-ce qui se passe, voyez, quand une activité est proposée comme ça? C'est une catastrophe. C'est-à-dire que les enfants partent dans tous les sens, ils ne sont pas du tout intéressés par ce qu'on leur propose, mais tout simplement parce qu'on n'a pas écouté, vous voyez, ce qu'était le besoin des enfants à ce moment-là. C'est-à-dire qu'une activité peinture, déjà, si la professionnelle n'aime pas cette activité-là, c'est-à-dire si elle ne propose pas quelque chose qu'elle aime, quelque chose qu'elle a envie de partager, mais les enfants vont le savoir tout de suite. Et elle va être obligée de canaliser l'énergie des enfants qui partiront dans tous les sens. Et son activité, pour elle, sera très décevante. Et si elle veut absolument le soir offrir aux parents, voyez, ce qu'elle a fait pour démontrer qu'elle a fait quelque chose, parce que c'est ça, bien souvent, qu'on rencontre, eh bien, elle va montrer une peinture en disant à l'enfant, donne ta peinture que tu as faite tout ce matin avec moi. L'enfant, il n'en a rien à faire, parce qu'il est passé à autre chose et que ce qu'il a fait ce matin, c'est loin, et ça n'a plus aucun intérêt. Alors ça, c'est des choses que j'ai expérimentées, et où là, justement, on se heurtait. Vous voyez, je me souviens par exemple d'une élève éducatrice qui était venue à la crèche avec un projet. Elle voulait justement mettre en place un atelier peinture avec les enfants à la crèche. Parce que j'étais intervenue dans l'école d'éducatrice et j'avais présenté ma façon de travailler. Et elle m'avait dit que c'était pas possible de travailler comme ça. Donc en fait, elle avait souhaité venir faire un stage dans la crèche où je travaillais. Donc je l'ai accueillie avec beaucoup de gentillesse. Et elle voulait donc faire cet atelier-là. Et j'ai dit, bon, ok. Très bien. Et donc, mais je lui ai dit, je veux bien que vous fassiez cet atelier-là, mais à une condition, c'est qu'on fasse ensemble l'analyse de cet atelier et l'analyse des réactions des enfants. Et donc, elle a proposé cet atelier-là pendant 1 mois. Et au bout d'1 mois, on s'est retrouvés pour faire le bilan.
Et en fait, elle m'a dit, mais ça ne marche pas du tout, quoi. Vos enfants de 2 ans, mais ils sont dissipés. Hein. Vos enfants de 2 ans, ils ne sont pas du tout attentionnés. Hein. Quand on leur propose une activité peinture, ils ne sont pas capables de l'investir. OK. Et si on regardait les choses autrement? C'est-à-dire que, c'est quoi votre objectif quand vous proposez une activité peinture? C'est de faire découvrir la peinture aux enfants. Okay. Et quels moyens vous vous donnez pour leur faire découvrir la peinture? Eh bien, je leur propose des dessins, je leur demande de mettre des couleurs, et voilà. Et je rajoute tous les mardis matins à 10h. Et vous croyez vraiment, est-ce que vous avez envie, toutes les semaines, à la même heure, de faire la même activité? Pas forcément, si vous écoutez là où vous êtes, si vous écoutez ce qui est juste pour vous, si vous écoutez, voyez véritablement de quoi vous avez envie, ben non, vous allez voir que ça ne marche pas comme ça. Et qu'est-ce que vous voulez? Vous attendez un résultat des enfants? Ben oui, bien sûr, elle attendait un résultat des enfants. Et à partir du moment où on attend un résultat, c'est foutu, quoi. Parce que ça ne va pas se vivre. Alors que aller rencontrer les couleurs, c'est extraordinaire. Mais quand on s'embarque dans le monde des couleurs, quand on s'embarque dans l'activité. Alors tout à l'heure, on disait, et c'est tout à fait juste, que l'enfant qui est en nous, il n'est jamais loin quand on travaille avec les enfants. Et il faut que cet enfant qui est en nous, il ait de la joie, il ait envie d'y aller, il ait envie de le partager, il ait envie, hein, vraiment, vous voyez, mais juste de vivre ça. Et peu importe la forme, et peu importe le résultat. Et si on travaille dans ces conditions-là, ça change tout. Et pour revenir à cette élève éducatrice donc, à qui j'ai proposé de travailler autrement, c'est de cette façon-là, elle a mis en place quelque chose d'extraordinaire avec les enfants. Parce qu'elle est partie sur ces bases-là. Et en fait, le travail qu'elle a fait à la fin, c'était sur le plaisir de partager une activité couleur avec les enfants. Et ça n'avait plus rien à voir. Voilà ce que j'avais envie de vous partager, en sachant que, alors vous voyez, j'avais écrit plein de choses, hein, parce que je pensais, mais le temps passe vite et je suis certainement un peu bavarde. Et ce que j'avais envie simplement pour terminer, et ce que j'avais juste envie pour terminer, c'était de dire que probablement que le plus beau cadeau qu'on peut faire aux enfants, c'est d'accepter qui nous sommes, ici, maintenant, sans essayer de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Simplement être dans la rencontre, dans le partage, sans attente, et d'offrir ce qu'on a de plus beau, c'est notre humanité. Voilà, merci de votre écoute. Merci, reste là. Reste là, mon petit signe, c'est pour dire que tu avais au moins 10 minutes encore, tranquille. Alors, est-ce que tu veux encore rajouter des choses, passer des messages que tu n'as pas eu le temps de passer, ou est-ce qu'on passe aux questions-réponses? Moi, je veux bien que s'il y a des questions par rapport à ce que je viens de dire, je serais intéressée. Ok. Pour partager plutôt avec vous, qu'est-ce que ça vous inspire, ce que je viens de vous partager? Est-ce que quelqu'un veut nous partager son sentiment, son ressenti? Allez, soyez pas timide quand même. Ah, j'arrive. Bonjour, je voudrais vous remercier parce que je suis infirmière également et que votre discours il m'a beaucoup parlé et je me suis sentie bien connectée à tout ce que vous avez dit. J'aurais une question, en fait je l'avais pour tous les intervenants, je ne savais pas à quel intervenant la poser, donc cette histoire de rencontre, de partage me parle beaucoup et j'aurais une question, c'est sur un acte de la vie quotidienne qu'on doit pour la plupart vivre avec nos enfants, qui est le matin, la pression du matin, quand il faut les emmener soit à la crèche, soit à l'école, dans un timing où là, ils auraient envie de jouer, où là, ils auraient envie de vivre d'autres choses, comme l'histoire de la peinture tous les lundis à 10h du matin.
qu'est-ce qu'on peut faire dans ces moments-là où nous-mêmes, on ne peut s'empêcher d'être aussi tendus et voilà, de pouvoir accompagner ce moment dans le moins de stress possible. Alors, moi, ce que j'ai envie de vous répondre, et qui est un petit peu l'image de mes petits-enfants, c'est que très souvent, ce qui se passe, c'est que le soir, on a envie d'être ensemble. Donc, on va traîner un peu. Et l'enfant n'a pas nécessairement envie d'aller se coucher parce que c'est le moment où il est avec ses parents. C'est le moment où il y a effectivement une vie de famille. Et bien souvent, on va retarder l'heure du coucher. Et ce qui fait que le lendemain matin, l'enfant va avoir du mal à se réveiller. Il va avoir du mal à rentrer, vous voyez, dans la dynamique de la journée. Alors que si on fait en sorte d'avoir du temps avec les enfants le soir, mais de les coucher tôt, et de faire en sorte de les lever tôt, ce qui, au niveau de leur rythme, va très bien fonctionner, et leur laisser du temps le matin. Alors, je le prône d'autant plus que moi, je suis une indécrottable du temps le matin. Moi, il me faut du temps le matin. Et donc, si on laisse du temps le matin aux enfants, qu'ils aient le temps de jouer, qu'ils aient le temps de se faire plaisir, qu'ils aient le temps petit à petit de rentrer dans cette dynamique qui fait qu'à un moment donné, on va aller à l'école. Mais quand on dit on va aller à l'école, pour l'enfant, qu'est-ce qui est important? C'est quoi la représentation que l'on va se faire de l'école? C'est de retrouver les copains. C'est de retrouver des enfants de son âge. C'est éventuellement, vous voyez, les jeux, les choses auxquelles il va avoir accès dans cet espace-là. Et ça, c'est quelque chose qui est très motivant pour l'enfant. Quand vous dites à l'enfant, écoute, dépêche-toi, on a juste 3/4 d'heure, allez, avale ton petit déjeuner parce qu'on va aller à l'école. Vous voyez, au niveau de la présentation qu'on fait par rapport à la journée qui s'annonce, ça ne le fait pas. Alors que si effectivement, on est, vous voyez, dans l'accompagnement de la dynamique de l'enfant, alors effectivement, ça veut dire qu'il faut que l'enfant ait dormi suffisamment quand on va le réveiller. Mais réveiller tôt, ça veut dire que nous aussi, on va se réveiller tôt. Mais on va lui laisser le temps de jouer, le temps d'avoir faim, le temps de manger, le temps de se préparer et le temps de retrouver les copains. Vous voyez? Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'attention d'un enfant, ça switch très vite un enfant. C'est-à-dire d'une chose, il passe très vite à une autre. Et si on a à ce moment-là, vous voyez, les mots pour lui présenter ce qui va se passer. Dis donc, tu vas retrouver telle copine tout à l'heure. Est-ce que tu sais à quel jeu vous allez jouer? Voilà. Vous voyez, à un moment donné, vous enclenchez quelque chose avec l'enfant qui fait que l'enfant, vous allez lui donner envie. Il va y avoir cet enthousiasme dont on parlait tout à l'heure, vous voyez, pour y aller. Et là, à ce moment-là, évidemment que ça va le faire. Ce que souvent, vous voyez, alors, en tant que parent, c'est quelque chose qu'on ne pense pas toujours à ça, mais l'enfant, il va systématiquement, faire obstacle ou mettre un frein au moment où nous, on n'est pas du tout, mais pas du tout avec lui. Et à ce moment-là, il va nous le signifier. Et si à ce moment-là, nous, vous voyez, à travers la réaction qu'a l'enfant, on a cette possibilité de se dire, mais moi, je suis où, là? Dans ce que je suis en train de lui demander. Vous voyez? Et qu'on est capable de se réajuster en face de l'enfant, immédiatement, parce qu'on a ce recul, ce discernement-là, et de se dire, mais moi, je suis où, là? Allez, on change de niveau d'échange, on change de niveau de relation, passe à autre chose. Et vous allez voir que l'enfant, c'est instantané. Hein. C'est fini, passe à autre chose. Et beaucoup d'opposition chez les enfants, qui sont une très bonne chose. Hein. C'est bien que l'enfant s'oppose. Mais effectivement, ce n'est pas très confortable pour les adultes. Hein. Sauf si, vous voyez, on switch comme ça, c'est-à-dire qu'on emmène l'enfant ailleurs, voilà, en lui faisant une autre proposition, en étant vraiment dans ce que lui, il a envie de vivre là. Et bien, ça va tout changer. Merci. Merci d'avoir partagé ça avec nous. Est-ce que quelqu'un veut partager quelque chose? Un ressenti? Oui, j'arrive.
Moi, je voulais juste simplement vous remercier, vous et la personne précédente, parce qu'en fait, depuis 2 jours, on entend plein de choses sur tout ce qui est possible pour l'enfant, etc. Ou alors je l'ai peut-être mal entendu, mais sans mettre le doigt sur le fait que nous-mêmes avons à nous repositionner et à changer de paradigme pour se mettre à leur hauteur et qui plus est à leur grandeur. Et juste merci pour ça, parce que se remettre en question, en fait, c'est la base. Donc merci beaucoup. Alors, vous voyez, plutôt que de dire se remettre en question, j'entends très bien ce que vous voulez dire, hein, mais plutôt que se remettre en question, moi j'ai envie de dire, parce que se remettre en question, vous voyez, il y a tout un processus derrière qui s'actionne en nous. Vous voyez ce que je veux dire? Moi j'ai plus envie de dire, accueillez-vous tel que vous êtes. Accueillez-vous tel que vous êtes. C'est-à-dire là, qu'est-ce qui est important pour vous? Vous voyez, quand vous allez aller dans cette rencontre-là avec l'enfant, quel que soit son âge. Et immédiatement, vous voyez, laissez cet espace ouvert à l'intérieur de vous, là, quelque part, au niveau du cœur, là, voilà. Parce que c'est là que ça se passe. Et laissez cet espace ouvert, laissez les je sais, laissez les outils, laissez tout ce qu'il y a d'intellectuel et soyez juste dans la rencontre, vous voyez, du cœur à cœur avec l'enfant. Et vous allez voir, c'est magique. Parce qu'à ce moment-là, ça va se faire tout seul. Et là, je vous assure que si vous vivez ça, la première fois que vous allez vivre ça, vous allez rester dans un waouh et vous allez en redemander. Et c'est ça qui va vous nourrir et qui va faire que petit à petit, vous voyez, cet espace-là en vous, il va être de plus en plus vacant et il va laisser de plus en plus la place, et pas seulement aux enfants, parce que ça deviendra vrai dans toutes vos relations. C'est très joli. Vous contribuez en fait à me rappeler que quand on parle des enfants et qu'on a ce réflexe de dire les enfants sont comme ci ou comme ça fait comme si c'était une autre civilisation, une autre planète. Et du coup, ça me donne plus envie de dire quand on est enfant, on fait comme ça. Et ça rappelle qu'on n'est pas une espèce différente et qu'en plus, on a encore accès à notre enfant à nous. Et ouais, je vous remercie pour ça. Vous n'êtes pas la seule à me ramener à ça, mais j'ai l'impression que cette façon qu'on a amène un réflexe à nous séparer d'eux. Et alors qu'en fait, on est une seule et même chose. Vous savez, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que s'il y a bien une part de nous qui sait véritablement qui nous sommes, pourquoi on est là, ce qu'on est venu y faire, quels sont nos talents, qu'est-ce qu'on a à offrir, c'est l'enfant en nous. C'est pas l'adulte que nous sommes. Et cet enfant-là, vous voyez, plus on va le retrouver, parce que les enfants, ils sont extraordinaires, pour ça, c'est des magiciens, parce que c'est là qu'ils vont venir nous percuter. Et si on est dans cet accueil-là, eh ben, l'enfant en nous, petit à petit, on va le retrouver. Alors bien sûr qu'on va retrouver ses blessures, mais on va retrouver sa joie de vivre. Et on va retrouver tout ce qu'il aime. Et on va retrouver tout ce qu'il a envie, vous voyez, dans la vie. Et tout ce qui lui donne la pêche. Et à partir de là, moi, je peux vous assurer qu'on devient une autre personne. J'ai pas envie de dire une autre adulte, une autre personne. Voilà. Merci beaucoup pour votre intervention. On a pris conscience avec M. Stern de choses, d'un état, d'un positionnement, et vous, avec beaucoup d'humilité, vous nous avez donné un chemin pour l'appliquer. Merci. Ah, merci. Je vous avais dit que ça ferait écho. Hein. Merci beaucoup. Par rapport à ce que vous dites, en fait, la question qui se pose, c'est que quand on a une enfance quand même compliquée et qu'on se reconnecte à son enfant intérieur pour pouvoir accueillir ce qu'on est, en fait, comment on fait, en fait, quand on a du mal à retrouver, en fait, l'enfant qu'on était parce qu'on n'a pas spécialement éprouvé de joie, en fait, pour pouvoir transmettre. Alors, je vais vous faire une confidence. Moi, j'ai été une enfant maltraitée.
Et je me suis retrouvée professionnellement à travailler avec des enfants maltraités. Il y avait très peu de temps que j'étais en pédiatrie quand la première enfant cassée est arrivée. Et ce que vous êtes en train de dire, si vous voulez, c'est quelque chose que je pense que quand j'avais 20 ans, 22 ans, 25 ans, 30 ans, je pouvais entendre. Voyez, là où je suis aujourd'hui, je peux vous dire que n'importe quel enfant, même celui qui a été le plus abîmé, il a en lui de la joie. Il a en lui cet élan de vie. Il a en lui du vivant. Bien sûr que c'est une phase, vous voyez, où on va le retrouver, cet enfant blessé. Mais si on le laisse nous parler, si on écoute sa souffrance, ses émotions, qu'on l'accueille tout simplement, sans aucun jugement, et sans juger quoi que ce soit, ni qui que ce soit, juste en étant dans l'accueil de ce qui a été. Voilà, c'est ça. La réalité, c'est ça. On ne la changera pas. Mais on peut changer notre manière d'être avec elle. Et on peut retrouver, au-delà de ça, la joie de l'enfant. La joie, son élan, son vivant. Vous voyez pourquoi il est là? On peut retrouver le plaisir de jouer. Vous voyez? C'est moi, je suis absolument convaincue aujourd'hui, et pour avoir travaillé avec beaucoup d'enfants cassés, qu'en tout enfant, il y a ça. Et que si un jour, on a cette possibilité, soit de rencontrer quelqu'un qui nous permet de le reconnecter, soit qu'on fait en sorte, à un moment de notre vie, de prendre la décision de retrouver ça en nous, ma conviction est qu'on le retrouve. Merci. Est-ce que quelqu'un veut partager? Je vois qu'il y a des personnes un peu émues, je peux comprendre. Si je suis un peu émue. Quelqu'un d'autre veut partager quelque chose, poser une question? Il y a un monsieur là-bas, tout au bout là-bas. Oui, pardon, j'arrive. Cette fois-ci, je me cache un peu. Ouais, parce que c'est un discours qui m'a beaucoup ému, qui a fait très écho en moi de toutes les histoires d'enfants. Et je pense que si on est tous là, c'est qu'on a tous notre propre histoire d'enfant, et que si on travaille dans l'éducation, ou en tout cas avec eux, c'est qu'on a quelque chose à se dire avec soi. Et vous en faites l'éloge parfait avec votre propre exemple, et pour ça, je vous en remercie. Moi, je voulais répondre en fait à la madame de juste avant, qui était une histoire très touchante, qui parle de sa propre enfance. J'ai envie de lui répondre que son enfant, qui est elle-même et qui a sa joie, il y a possibilité de reconstruire en fait son enfant. C'est-à-dire que effectivement, on a eu sa propre histoire, on a son propre parcours, mais on peut, si on le veut, peut-être avec ses propres enfants, peut-être avec ses propres élèves, peut-être avec soi-même, prendre le temps de se reconstruire l'enfant peut-être qu'on aurait voulu être, et qu'en fait peut-être que l'on est tout simplement, mais qu'on ne s'est jamais donné l'opportunité de, et le temps juste de faire ce qu'on aime. Merci. Les enfants vont être des miroirs, hein. C'est évident. Et si on accepte ce miroir-là, vous savez, moi, ce qui m'a fait basculer, je vais finir mon histoire. Ce qui m'a fait basculer, voilà, j'étais en pédiatrie, j'avais une vingtaine d'années, 22 ans, quelque chose comme ça, 23 ans, enfin bref, peu importe. Et cette petite fille est arrivée, vous voyez, complètement cassée. Et évidemment, pour moi, ça a été la colère, ça a été le jugement, ça a été la condamnation, c'est inacceptable, ça a été, voilà. Et puis, le hasard il fait vraiment bien les choses. Que le jour où les parents sont venus rencontrer le chef de service, l'infirmière de service, c'était moi.
Et que c'est pas moi directement qui parlais avec eux, c'était le patron. Et je les ai regardés. Et je les ai regardés, mais je les ai pas regardés, vous voyez, avec cette condamnation, ce jugement. Voilà. Je les ai pas regardés comme ça. J'ai essayé juste, voilà, d'être dans cet espace-là, d'accueil, de regarder et d'essayer de sentir autre chose. Peut-être qu'il y avait quelque chose en moi qui avait besoin de comprendre aussi. Voilà. Et quand j'ai vu ces deux parents-là, c'était deux enfants abîmés, tous les deux, qui étaient dans un état de souffrance. Et ça m'a tellement sauté au visage, vous voyez, que ça m'a amené à avoir un tout autre regard sur les choses, sur la vie, voyez. Ça m'a amené à revoir beaucoup de mes croyances, beaucoup de mes jugements, voilà. Et tout mon travail de professionnel a été sur cette base-là, voilà. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose, alors je ne vous dirais pas, j'ai plus de jugement du tout. Ce serait bien, mon Dieu, présomptueux de ma part. Je suis un être humain, je suis en chemin, voilà. Il y a des choses en moi qui ont besoin d'être sculptées. Mais il y a quand même des choses qui se sont beaucoup transformées, voyez-vous. Et ça c'est quelque chose de précieux, de pouvoir donner un autre sens à tout ça. Un autre sens. Je pense qu'un enfant, quand il arrive, je vais vous dire quelque chose. Je crois qu'on ne vient pas par hasard dans une famille. Et ce que je crois, c'est qu'on vient relever des défis. C'est ma croyance personnelle. Je crois qu'on vient relever des défis, mais je crois aussi que tous les défis que la vie met sur notre route, elle met à côté des ressources pour qu'on les transforme. Voilà. C'est aujourd'hui ma conviction absolue, c'est ma vie, c'est comme ça que je regarde les choses. Voilà. Je vous invite à regarder ça un petit peu. Merci. Oh, merci. Merci à vous pour la qualité de votre écoute. Merci, c'est vraiment très très agréable de partager avec vous. Merci. Merci et finalement. Top, hein.